Et je me souviens que c'est début novembre, j'ai eu vraiment comme un espoir qu'en dépit de ce qu'Hubert m'avait dit, il y avait peut-être une possibilité de vie. C'est qu'il y a eu 2 ou 3 soirs où il a repris son rythme qu'il avait quand il écrivait, c'est-à-dire que tout de suite après le repas, il disait, bon, ben, tu m'excuses, il dit, je monte travailler. Il s'enfermait dans le bureau, se mettait la musique, mais alors de façon infernalement haute, et il écrivait. Et il me disait, ben oui, ça avance un petit peu. Et moi, j'étais ravie parce que je sentais qu'au moins ça pouvait l'accrocher à la vie. Mais ça a vite cessé parce que le troisième jour, je crois bien qu'il a commencé à tousser, à attraper une espèce de bronchite qu'il a d'ailleurs traîné jusqu'à la fin. Il était aussi fatigué, etc. Et il s'est arrêté. Quand il partait en voyage, qu'il revenait, il emportait toujours avec lui son manuscrit. Quand il revenait, je lui demandais immanquablement, as-tu pu écrire un peu? Puis immanquablement, ben, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça, mais en tout cas, il aurait voulu, mais il n'avait pas pu écrire. Et je pense que l'évidence à laquelle il se rendait de plus en plus, c'est qu'il n'arrivait plus à écrire. Je lui ai dit, j'espère que tu écris. Il dit, je suis plus capable. Je suis plus capable. J'ai dit, t'as tort, tu passes un mauvais moment. Il dit, je suis plus capable. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu mets toujours une échéance aussi proche, comme si tu allais mourir bientôt? La vie, c'est long. Une année, on est comme ci, une autre année, on est comme ça. Il dit, je suis plus capable, je serai plus jamais capable. Puis il dit, toute la force que j'ai n'a pas été utilisée. Il dit, pas plus par toi que par le gouvernement, parce qu'il s'attendait que le gouvernement le nomme sous-ministre des Affaires culturelles. Puis il n'y a eu aucune nouvelle. Et pour lui, c'était une souffrance extraordinaire. Parce que tous ces jours, depuis le début janvier, Hubert ne faisait qu'une chose, il était littéralement assis dans un fauteuil à côté du téléphone, il attendait l'appel. L'appel, c'était 2 choses, ou bien le règlement de la presse, ou peut-être le gouvernement du Québec qui ferait appel à lui. Le 30 janvier ou le 1er février, quelque chose, en tout cas dans cette période-là, il a eu enfin son règlement de la presse. Alors, il m'a dit, j'ai toujours pensé que je te donnais cet argent. J'ai dit, j'ai toujours pensé que je ne le voulais pas. J'ai dit, tu vas me rembourser ce que tu me dois parce qu'on tenait nos comptes de façon très précise. C'était bien important pour Hubert de ne pas sentir que c'était moi qui l'entretenais, mais que je lui avançais plutôt de quoi vivre. Il m'a donc remboursé ce qu'il me devait. C'était à peu près dans les 6 000. Ça faisait depuis août qu'il était en chômage quand même. Et le restant, je lui ai dit peut-être que tu ferais bien de prendre, comme on en parle depuis plus d'un mois d'ailleurs, de prendre une certaine distance de Montréal et puis de ta vie en général. Je lui ai dit je ne sais pas. Il m'a dit oui, de fait. Il dit peut-être que je ferais bien de faire un voyage et puis d'évaluer pour une dernière fois si je veux vraiment vivre ou mourir, parce que il dit c'est quand même infernal pour toi, puis il dit je ne veux vraiment plus là maintenant prolonger cette espèce de supplice plus longtemps. Il dit quand je reviendrai, il dit je te jure 2 choses, que d'une part je ne me tuerai pas pendant cette absence, et d'autre part que lorsque je reviendrai, je te donnerai une réponse vraiment nette et définitive. Tout ce dont je me souviens, c'est que nous étions tous les deux allongés dans le lit. Et puis Hubert s'est tourné vers moi avec un sourire qui était au fond un sourire un peu de pitié pour moi, pour ce qu'il allait me dire. Et puis il se tenait le front. C'est un geste qui lui était assez familier de se tenir comme ça. Et il m'a dit, tu sais,
Il s'est arrêté. Là, je lui ai dit, n'aie pas peur de me dire ce que tu veux me dire, parce que tu sais que je suis prête à t'entendre. Il m'a dit, oui, tu sais, c'est fait, je suis déterminée. Il dit, demain, je me tuerai. Là, j'ai eu une réaction que, bien sûr, on peut avoir du mal à comprendre. Mais moi, je vivais dans ça, au fond, depuis 6 mois. Et puis, il y avait une chose qu'on s'était dit avec Hubert, c'était que tant qu'il n'était pas vraiment décidé à se tuer, il fallait qu'au maximum, les choses continuent à tourner comme elles tournaient. Il ne fallait pas, disons, s'interrompre et puis attendre les bras croisés, ou que ça vienne ou que ça vienne pas. Il fallait continuer à assumer notre fonctionnement. Donc, quand Hubert m'a dit ça, je lui ai dit, demain, tu n'y penses pas. Demain, je commence mes cours à 8 heures. J'ai cours toute la journée et je recommence mardi. Parce que de fait, mon horaire à cette session était concentré dans le lundi et le mardi. Je lui ai dit donc, c'est pas possible. Je lui ai dit, je peux pas imaginer que je passerai la journée à donner mes cours et que quand je reviendrai, eh bien, tu me quitteras pour te tuer. Ah, il est sûr que dans l'optique que je viens d'indiquer, il ne m'est pas venu à l'esprit que je pouvais dire, bien sûr, je vais manquer mes cours et puis je vais vivre avec toi cette dernière journée. Je lui dis donc, écoute, lundi, c'est pas possible. Je dis, est-ce que tu me ferais une dernière faveur qui serait d'attendre mardi? Et je lui dis, je te donne tout le temps que tu veux pour réfléchir et puis sens-toi bien libre, tu peux me dire non. Alors il a réfléchi, disons, quelques secondes. Il m'a dit, c'est entendu pour mardi, mais à une seule condition, c'est que entre lundi et mardi, tu ne remettes pas en cause ma détermination. Je lui dis, c'est bien évident, je te promets de ne même pas t'en parler, et je te remercie beaucoup de remettre ça à mardi. Nous sommes rentrés à la maison, et puis là, pour moi, dans ma tête, on avait encore toute l'après-midi ensemble, mais une fois qu'on a été rentrés, je suis donc montée à mon bureau avec l'idée de faire je ne sais quelle bricole. Hubert s'affairait là. Je savais que le matin, il avait préparé son fusil et il s'était même plaint à moi de ce que Emmanuel avait dérangé. Emmanuel était descendu, puis lui avait dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, c'est ta faute. Tu savais qu'Emmanuel était en congé. Je dis, tu n'avais qu'à t'arranger pour qu'il ne te voie pas. Ou je ne sais pas, c'est tout à fait normal qu'Emmanuel vienne te retrouver, puisque moi, je n'étais pas là. Il ne pouvait pas venir me retrouver, moi. Alors donc, Hubert a commencé à s'affairer. Et puis à un moment donné, il m'a dit, tu crois que je peux monter le fusil? J'ai dit oui, j'ai dit, mais enfin c'est bientôt, je veux dire, Emmanuel va pouvoir le voir et tout. Il dit non, tu sais, il dit, je ne peux plus tenir, il dit, je pars maintenant. Alors là, bien sûr, j'ai eu mon coup au cœur, même si j'en avais déjà, j'en avais déjà pas mal, mais moi, je m'attendais quand même à avoir encore une journée, une après-midi et une soirée. Alors, Hubert me dit donc, non, c'est maintenant. Il monte le fusil, et puis il l'avait en main lorsqu'on sonne à la porte, et c'était Emmanuel qui jusque-là jouait dehors avec des amis, et qui dit à Hubert, papa, qu'est-ce que je fais? Il y a le pneu de ma bicyclette qui est crevé. Alors Hubert n'avait qu'une idée, c'était de se débarrasser d'Emmanuel. Parce que moi, il m'avait déjà prévenu, il m'avait dit surtout, ne me demande pas de revoir Emmanuel avant de partir, ne me demande pas de l'embrasser. Il dit, je ne peux vraiment pas. Puis je lui avais dit, je te comprends et j'essaierai de faire au mieux pour ça. Alors Hubert dit à Emmanuel, il dit, écoute, dit, j'ai pas le temps de m'en occuper de ta bicyclette. Il dit, tiens, voilà de l'argent. Puis il lui sort un billet de 5 $. Emmanuel, il dit, papa, t'es fou. D'abord, ça coûte rien pour la bicyclette, etc. Hubert dit, oui, oui, prends-le, on ne sait jamais, prends ton billet, puis vas-y faire réparer ta bicyclette. Alors Emmanuel dit, bon, ben d'accord, il prend l'argent, et puis il s'en va dehors retrouver son ami pour aller faire réparer sa bicyclette. Hubert prend le fusil et le cache dans le placard qui est à l'entrée. Et puis, là, il est sûr que mes souvenirs ne sont plus d'une précision très grande en ce qui concerne la séquence chronologique. Je ne sais plus trop ce qui s'est fait avant, ce qui s'est fait après. Je sais qu'à un moment, Hubert est monté et m'a dit, je ne sais pas si ça pourra aller comme j'avais prévu. Qu'est-ce qu'il avait prévu, Hubert? Il avait prévu
d'appeler un taxi, de monter dans le taxi en cachant le fusil sous son manteau, de se faire déposer à un endroit isolé qu'il avait repéré mais dont il n'avait pas voulu me parler, en me disant tu es suffisamment complice de mon acte ainsi, je ne veux pas t'impliquer davantage et d'ailleurs ça n'avance à rien. Et là, il aurait fait réaliser l'exécution, c'est le cas de le dire, de son projet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'instant de faire une espèce de répétition, il s'est aperçu qu'il n'arrivait pas à le cacher, le fusil sous son manteau. Je pourrais vous le montrer, le fusil en question. C'est très haut. Alors, il ne savait plus qu'en faire de son fusil. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, je crois que c'est pas possible que tu appelles un taxi, que tu montes dedans, parce que le chauffeur va le voir, puis il va pas vouloir t'embarquer. Alors j'ai dit, je ne vois qu'une solution, c'est que tu prennes notre auto. Et que il dit oui, il dit au fond, j'irai à Villa Maria. Et là, il se passe quelque chose d'un peu étrange, c'est que il n'avait jamais été question entre nous de Villa Maria. Quand il m'a dit ça, il l'a trouvé très spontanément, et moi je l'ai reçu très spontanément, comme si ça avait été convenu entre nous que ce serait Villa Maria, alors qu'il n'en avait jamais été question. En tout cas, je lui dis, bien c'est ça. Alors, il m'a dit, je crois que la meilleure façon, c'est de rouler le fusil dans le manteau et de le déposer sur la banquette à côté de moi. Je lui ai dit, essaye, voir ce que ça donne. Alors c'est ce qu'il a fait. Il est revenu en me disant, ça a l'air de marcher comme ça. Bien. Le fusil, je crois, était donc dans l'auto. Hubert est revenu. Je ne sais plus trop, mais je sais qu'à un moment, je devais marcher dans la cuisine. Hubert n'était pas loin du placard de la salle à manger dans lequel il y a toutes les bouteilles d'alcool. Je lui ai dit, est-ce que tu as bien tes quelques comprimés sur toi? Parce que je tenais à ce qu'il ait avec lui quelques tranquillisants. Parce qu'il m'avait dit, comme je ne veux pas me tuer, il est possible que je me rende à l'endroit, mais que là, j'attende s'il y a du monde, parce que, il dit, je redoute la pelure de banane. Et cette fois-ci, je veux être sûre de la réussite. Alors je lui avais dit, comme tu risques d'attendre un certain temps, prends quelques tranquillisants. Parce que Dieu sait que je comprenais qu'il pouvait être angoissé. Je lui demande donc, tu as bien tes comprimés? Il me dit oui. Il me dit, tu me permets une dernière gorgée d'alcool? Bien évidemment. Alors il a bu une gorgée de cognac à même la bouteille. Là, je ne sais plus trop, mais je sais que je me retrouve à nouveau en haut, dans notre bureau, devant mon bureau, et il est venu, il s'est mis à genoux devant moi, et il m'a prise avec ses bras, et il voulait un peu enfouir sa tête sur moi. Je lui ai caressé les cheveux, et je lui ai dit, va faire ce que tu as à faire. Il m'a dit, tu as raison, ce n'est pas le moment de se laisser aller à l'émotion. Alors il s'est relevé, nous avons descendu ensemble les escaliers, et au pied de l'escalier, je suis restée sur la dernière marche. Il était en bas, nous étions donc à peu près à la même hauteur, et je lui ai dit là, je l'ai bien regardé dans les yeux, je pensais qu'il m'embrasserait, je crois que c'est moi qui l'ai embrassé, je lui ai dit, adieu mon amour. Il ne m'a pas répondu. Il est parti. À ce moment-là, la chatte est venue se frotter contre moi. J'ai pris la chatte dans mes bras et je suis allée sur le perron pendant qu'Hubert rentrait dans l'auto qui était stationnée juste devant la maison. Hubert est entré dans l'auto, je le voyais mal parce qu'il y avait un contre-jour qui faisait que je ne pouvais pas l'apercevoir. À un moment donné, il s'est penché, il est venu très près du pare-brise et il m'a envoyé quelques longs baisers auxquels j'ai répondu du perron. Et puis là, il a tout de suite démarré et il s'est éloigné par là. Il a donc fait comme chemin la rue Vendôme, Côte-Saint-Antoine, Décarie, et il est entré par l'entrée qui est au coin de Monkland et Décarie, l'entrée de Villa Maria. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment de l'existence où Hubert était là.